Décembre 1942. L'Arctique. Un désert blanc et impitoyable, où le vent glacial hurlait comme un loup affamé et l'obscurité de la nuit polaire semblait engloutir tout espoir. Ce n'était pas seulement l'ennemi qui menaçait, c'était la nature elle-même, dans sa forme la plus brutale. Dans ce paysage glacé et désolé, un convoi vital, une bouée de sauvetage précaire pour l'Union soviétique assiégée, était au bord de l'effondrement. Camions et véhicules blindés, chargés de fournitures désespérément nécessaires pour le front, gisaient immobiles, leurs machines réduites au silence par le froid atroce. Le diesel, formulé pour les climats tempérés, s'était transformé en une pâte épaisse et inutile, gelée dans les conduites de carburant et les réservoirs. Au milieu de ce chaos figé, où des officiers militaires de haut rang et des ingénieurs expérimentés se débattaient dans le désespoir, se tenait un homme simple, un paysan russe aux mains calleuses par la vie à la terre et aux yeux ayant vu des hivers plus rudes que quiconque ne pouvait l'imaginer. Son nom était Mikhaïl Volkov. Il n'avait ni grade, ni diplôme, seulement la sagesse ancestrale de générations ayant lutté contre le froid implacable de la Sibérie. Et Mikhaïl avait une idée qui, à première vue, ressemblait à la folie d'un vieil homme sénile, mais dont il jurait qu'elle était la seule voie de salut. Une recette oubliée, une méthode archaïque pour transformer le diesel inutilisable en un élixir qui ferait à nouveau ronronner les moteurs, même aux températures les plus infernales. Tous les ingénieurs, avec leurs tableaux et leurs formules, riaient ou secouaient la tête en signe de désapprobation. « Folklore de paysans », marmonnait-il. « Impossible. Il n'y a aucune science là-dedans. » Mais le convoi était en train de mourir et avec lui peut-être l'espoir de Stalingrad, la survie d'un pays entier. L'invasion nazie semblait inarrêtable et sans ses fournitures, l'URSS pouvait s'effondrer. Le moment critique atteignit son apogée lorsque les premiers éclaireurs allemands furent aperçus au loin, silhouettes fantomatiques émergeant de la brume glacée. Les véhicules à l'arrêt étaient des cibles faciles, le convoi, une proie acculée. Le désespoir s'installa, et c'est alors que la voix de Mikhaïl, auparavant ignorée, commença à résonner avec une urgence qui ne pouvait plus être écartée. Il promettait une solution pour le diesel gelé, une recette que sa famille utilisait depuis des siècles pour maintenir leur machine en marche pendant l'hiver sibérien. Une promesse qui défiait toute la logique de l'ingénierie moderne. S'il échouait, le convoi serait anéanti, et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale prendrait un tournant encore plus sombre. Mais s'il avait raison, rester jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde et a changé le cours de la guerre d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La scène se déroule dans la vaste étendue blanche et implacable du cercle polaire arctique, au cœur de l'hiver 1942. L'opération Barbarossa, l'invasion nazie de l'Union soviétique, en était à sa deuxième année et le front oriental était un hachoir à viande où des millions de vies étaient consumées. La ligne de ravitaillement soviétique était longue, précaire et constamment menacée. Pour maintenir les troupes et l'industrie en activité, des convois vitaux de fournitures alliées, connus sous le nom de convois de l'Arctique, naviguaient sur des mers traîtresses et des paysages gelés pour atteindre les ports de Mourmansk et d'Arkhangelsk. Il s'agissait de navires et de véhicules terrestres chargés de munitions, de nourriture, d'équipements et, de manière cruciale, de carburant. Mais le problème qui paralysait ce convoi particulier était plus insidieux qu'une attaque aérienne ou un sous-marin ennemi. C'était le froid. Un froid si intense qu'il défiait les limites de l'ingénierie et de la résistance humaine. Les températures atteignaient 40 degrés C et le diesel standard formulé pour les climats tempérés s'était solidifié, se transformant en une épaisse gelée à l'intérieur des réservoirs des camions GMC et des chars T-34. Les moteurs qui devaient rugir avec la promesse d'une avancée étaient muets, silencieux comme des tombes dans le paysage gelé. À chaque minute qui passait, le convoi devenait plus vulnérable, et la menace d'une attaque allemande, qui pouvait survenir à tout moment, planait comme une sentence de mort. Les ingénieurs militaires, formés dans les meilleures académies de l'URSS, ont tout essayé. Chauffe-moteurs improvisés, feux de bois sous les réservoirs de carburant, même des tentatives désespérées de diluer le diesel avec du kérosène, tout fut en vain. La glace persistait, implacable. Les solutions conventionnelles échouaient lamentablement, et le moral des troupes s'effondrait. La paralysie n'était pas seulement un retard logistique, c'était une menace existentielle. Sans ces fournitures, la capacité soviétique de résister serait gravement compromise,
et le cours de la guerre pourrait tourner irrémédiablement en faveur de l'Axe. Le problème principal n'était pas seulement le froid, mais l'inaptitude de la technologie moderne à y faire face, et l'absence d'une alternative viable pour le carburant essentiel. L'ennemi n'était pas seulement le nazi, mais l'hiver russe lui-même. L'homme qui osa défier cette paralysie fut Mikhaïl Volkov. Né et élevé dans les vastes et glaciales steppes sibériennes, Mikhaïl n'était ni un militaire ni un scientifique. C'était un paysan, un homme de la terre dont toute la vie avait été une bataille contre les éléments. Son origine humble, d'un petit village isolé où la survie dépendait de connaissances transmises de génération en génération, lui donnait une perspective unique. Il avait passé des décennies à observer comment l'hiver affectait tout, de la récolte au fonctionnement des quelques machines agricoles que sa communauté possédait. Mikhaïl n'avait aucune accréditation formelle, pas de diplôme universitaire, pas de cours d'ingénierie. Son université était la vaste et implacable nature sibérienne et ses professeurs, les hivers brutaux. Depuis l'enfance, il avait appris les propriétés des différentes huiles et extraits naturels, comment la graisse animale pouvait être utilisée pour lubrifier et protéger, et la résilience des matériaux face au froid extrême. C'est cette expérience empirique qui lui fit identifier le problème du diesel, non seulement comme une défaillance de la machine, mais comme une inadéquation fondamentale du carburant à l'environnement. Il savait que le diesel moderne, raffiné et standardisé, manquait de quelque chose que le carburant plus primitif de ses ancêtres possédait. Lorsqu'il se présenta aux officiers du convoi, un homme âgé, vêtu de peaux usées et sentant la terre et la fumée, la réaction fut un scepticisme immédiat. « Que peut bien savoir un paysan de la chimie des carburants que nos ingénieurs ignorent ?» demanda un lieutenant avec un sourire moqueur. Le commandant du convoi, le général Kuznetsov, bien que désespéré, regardait Mikhaïl avec méfiance. « Tu es fou, vieil homme, dit-il. Nous n'avons pas de temps pour tes superstitions paysannes. » Mais Mikhaïl persista, ses yeux bleus, autrefois doux, désormais chargés d'une détermination de fer. Il savait que sans sa folie, le convoi était condamné. Et il était certain que la solution au problème se trouvait dans une recette vivante dans sa mémoire, une recette oubliée par la science moderne, mais testée et approuvée par des siècles d'hivers sibériens. Il se souvint de son grand-père, un homme sage qui utilisait un mélange secret pour maintenir ses traîneaux motorisés et ses petits générateurs en marche lorsque les autres s'arrêtaient. C'était une recette simple, basée sur des ingrédients qu'il connaissait bien. L'idée de Mikhaïl était de modifier le diesel gelé avec un additif naturel, quelque chose qui altérerait sa structure moléculaire et le rendrait résistant au froid extrême. Il proposa d'ajouter une petite quantité d'un extrait d'huile de poisson combiné à une résine végétale spécifique au carburant. Cela le maintiendra fluide comme de l'eau générale, garantit Mikhaïl, pointant le diesel solidifié. Nos ancêtres faisaient cela depuis longtemps. C'est le secret de la forêt. Les matériaux nécessaires étaient étonnamment simples. De l'huile de foie de morue, obtenue à partir de fournitures médicales d'urgence, et de la résine de pin, qu'il savait extraire et traiter rapidement. Le processus de fabrication, ou plutôt de mélange, se ferait là au milieu du convoi gelé. Il aurait besoin de grands tonneaux de chaleur pour réchauffer le diesel suffisamment pour le mélanger, et de temps. Le temps qui était la ressource la plus rare. Le général Kuznetsov, réticent et sans autres options, céda finalement, plus par désespoir que par foi. « Tu as 24 heures, Volkov, gronda-t-il, pour prouver que tu n'es pas un fou. Si tu échoues, nous serons tous gelés ou écrasés par les Allemands. » Le scepticisme était palpable, mais une étincelle d'espoir, aussi faible soit-elle, avait été allumée. Mikhaïl, avec l'aide de quelques soldats désignés à contre-cœur, commença son travail. Sous le regard incrédule et dédaigneux des ingénieurs, il supervisa la fonte du diesel à feu doux, mesurant soigneusement chaque goutte d'huile de poisson et chaque poignée de résine. Il mélangeait, sentait, goûtait, avec la précision d'un alchimiste. Les risques étaient immenses. Une mauvaise formule pourrait endommager irréparablement les moteurs, rendant la situation encore pire. La pression du temps était écrasante, avec le bruit lointain des tirs de reconnaissance devenant plus fréquents. Mikhaïl travailla fébrilement, ses mains gantées, mais ses mouvements étaient fermes et confiants. Il n'opérait pas sur la base de théories de laboratoire, mais sur une connaissance viscérale, presque instinctive, transmise à travers des générations de survie dans le froid. Il appliquait la sagesse d'un monde ancien à un problème de la guerre moderne.
Les premiers tests improvisés furent effectués sur un petit générateur diesel. À chaque tentative, la tension augmentait. Le regard des soldats, auparavant moqueurs, alternait désormais entre l'espoir et la peur. Mikhaïl savait que la vie de centaines d'hommes et le destin d'une nation dépendèrent de sa capacité à transformer l'impossible en réalité. Les premiers tests furent un martyre de frustration. Mikhaïl versa le mélange soigneusement préparé dans le réservoir d'un petit générateur diesel. Le moteur tout sauta, cracha une fumée noire et épaisse qui se dissipa rapidement dans l'air glacial, puis se tut. Un son métallique, creux, qui semblait se moquer de l'espoir qui avait été brièvement allumé. Les ingénieurs, qui observaient à distance sûre, échangèrent des regards de « je vous l'avais dit ». L'un d'eux, le lieutenant Petrov, un jeune diplômé en ingénierie de Leningrad, secoua la tête. « C'est exactement ce à quoi nous nous attendions, général. Le carburant est contaminé ou la viscosité est toujours inadéquate. Il n'y a pas de magie ici. » Le général Kuznetsov, le visage marqué par la guerre et le froid, serra les poings. « Volkov » gronda-t-il, sa voix basse mais chargée de menaces. « Le temps presse. Nos éclaireurs ont signalé un mouvement ennemi à seulement quelques heures de marche. Si nous ne pouvons pas déplacer ce convoi, nous sommes perdus. » La pression du temps était un ennemi aussi tangible que les Allemands. À chaque minute, le froid semblait s'intensifier, solidifiant non seulement le diesel, mais aussi le moral des hommes. Mikhaïl, cependant, ne fut pas ébranlé. Ses yeux, qui brillaient auparavant d'un espoir presque enfantin, montrèrent maintenant une concentration obstinée. Il n'était pas homme à se désespérer facilement. Il s'approcha du générateur, ouvrit le réservoir et sentit le carburant. Il en passa un peu entre ses doigts, en sentant la texture. « La résine, murmura-t-il presque pour lui-même, doit être pulvérisée plus finement. Et l'huile de poisson, peut-être que la proportion est un peu élevée. » Il savait que la science de la nature n'était pas une formule rigide, mais une danse délicate de proportions et de conditions. Il retourna à son poste improvisé, un feu précaire protégé du vent par des bâches, et commença à moudre plus de résine, utilisant une pierre plate et un morceau de métal comme pilon improvisé. Les quelques soldats désignés pour l'aider, initialement sceptiques, observaient maintenant avec un mélange de curiosité et de résignation. Ils avaient vu l'espoir surgir et mourir de nombreuses fois dans cette guerre. La deuxième tentative vint quelques heures plus tard sous la lumière fantomatique de l'aube polaire. Le bruit lointain des moteurs ennemis semblait faire écho dans l'immensité gelée, intensifiant l'urgence. Cette fois, Mikhaïl ajusta la proportion, chauffa le diesel de base plus longtemps avant d'ajouter les additifs, assurant un mélange plus homogène. Il versa le nouveau lot dans le générateur. Le moteur toussa, s'étouffa à nouveau, mais cette fois, au lieu de s'éteindre, il lâcha un petit gémissement puis un autre, et enfin, avec un soupir qui semblait venir du fond de la terre, il démarra. Le ronronnement était irrégulier au début, comme un animal blessé, mais il persista. Un petit filet de fumée grise s'éleva vers le ciel, une promesse. Un silence tendu planait dans l'air. Le ronronnement du générateur, faible mais constant, était la seule rupture dans la quiétude de l'Arctique. Les yeux de Kuznetsov s'écarquillèrent légèrement, mais il ne dit rien. Petrov, l'ingénieur, fronça les sourcils, s'approchant du générateur. « C'est un hasard, général, dit-il, sa voix moins assurée. Ce n'est peut-être qu'une fluctuation. Ça ne tiendra pas. » Mais Mikhaïl savait que ce n'était pas un hasard. Il avait senti la différence dans le mélange, vu le changement de viscosité. Il n'avait pas de graphiques ou d'équations, mais il avait l'intuition de celui qui avait vécu toute sa vie en communion avec la nature. « Ce n'est pas un hasard, lieutenant, » répondit Mikhaïl, sa voix calme mais ferme. « C'est la sagesse de la Terre. Le moteur fonctionne. Il continuera de fonctionner. » Pourtant, l'opposition était forte. Les autres ingénieurs soutenaient qu'un petit générateur n'était pas la même chose qu'un camion GMC à 6 roues ou un char T-34. Les moteurs plus gros exigeaient beaucoup plus. Ils soulignaient les risques d'endommager les précieux équipements soviétiques avec une recette de grand-père. Les limitations techniques étaient évidentes. Ils n'avaient pas d'équipement de laboratoire pour analyser la composition du carburant, ni de conditions idéales pour le mélange. Tout était fait dans le froid mordant, avec des outils improvisés. Mikhaïl, cependant, ne recula pas. Il avait prouvé son point. Le moteur du générateur continuait de ronronner, défiant le froid. Le général Kuznetsov, voyant la petite victoire et sentant le poids de la catastrophe imminente, prit une décision risquée. « Volkov, » ordonna-t-il, sa voix grave, « préparant assez pour un des camions. Choisis le plus vieux,
celui qui est déjà presque inutile. Si ça marche, nous aurons une chance. Sinon, que Dieu nous aide. Le sort du convoi reposait désormais entre les mains calleuses d'un paysan et une recette oubliée. Le froid continuait de mordre, mais une petite flamme d'espoir, alimentée par la persistance d'un homme, commençait à briller plus fort dans l'obscurité polaire. L'ordre du général Kuznetsov, bien que réticent, fut un soulagement et un fardeau pour Mikhaïl. Préparer du carburant pour un générateur était une chose. Pour un camion GMC, un monstre de métal et de moteur, c'en était une autre. Le défi était monumental, mais le paysan savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Avec l'aide des mêmes soldats qui se moquaient auparavant, désormais avec une gravité sombre sur leur visage, Mikhaïl commença à intensifier son processus. Le feu de camp improvisé fut élargi et de plus grands tonneaux, autrefois utilisés pour stocker de l'eau, furent apportés et nettoyés. Le diesel gelé, extrait des réservoirs des camions les plus proches, était soigneusement transféré dans ces tonneaux et lentement chauffé. L'odeur piquante du diesel se mêlait à l'arôme terreux de la résine de pin pilé et au salé métallique de l'huile de foie de morue. Mikhaïl supervisait chaque étape avec la précision d'un chirurgien. Ses yeux, autrefois concentrés sur la terre et les saisons, analysaient maintenant la viscosité du carburant chauffé, la finesse de la résine pulvérisée et la couleur du mélange. Le lieutenant Petrov et les autres ingénieurs observaient de près, avec leurs planches à dessin et leurs thermomètres, essayant de comprendre la magie de Mikhaïl. Ils mesuraient la température du diesel, la quantité d'additifs, mais leurs formules et théories ne pouvaient expliquer ce qui se passait. Pour eux, c'était une aberration, une violation de tous les principes de la thermodynamique et de la chimie des carburants qu'ils avaient appris. « Il n'y a pas de contrôle qualité », se plaignit Petrov au général. « Nous risquons un moteur précieux avec une expérience de guérisseur. » Kuznetsov hocha simplement la tête, ses yeux fixés sur Mikhaïl, un mélange de désespoir et d'une lointaine, presque imperceptible, espérance. À chaque heure qui passait, le froid semblait se resserrer davantage et la menace allemande devenait plus imminente. Le bruit de tirs sporadiques et d'explosions lointaines résonnait dans la toundra, rappelant à tous la course contre la montre. Mikhaïl travaillait sans relâche, ses mains calleuses et son visage marqué par le froid, mais son esprit était clair. Il savait que la clé résidait dans la proportion exacte et le mélange homogène. Il utilisait un long morceau de bois pour remuer le diesel dans les tonneaux, sentant la résistance du liquide, recherchant la consistance parfaite. Finalement, après près de 10 heures de travail exténuant, sous la lumière pâle des lanternes et l'aurore polaire qui peignait le ciel de violet et d'orange, un lot suffisant de carburant modifié était prêt. C'était un liquide ambré, légèrement plus visqueux que le diesel normal, mais coulant librement même dans l'air glacial. Un des camions GMC, un modèle ancien et déjà assez endommagé, fut choisi pour le test. Son réservoir fut vidé du diesel gelé et soigneusement rempli avec le nouveau mélange de Mikhaïl. La tension était palpable. Les soldats, auparavant immobiles par le froid et le désespoir, s'attroupèrent maintenant en silence, leurs regards fixés sur le camion. Le général Kuznetsov se tenait à côté de Mikhaïl, son visage un masque de gravité. Un jeune mécanicien, les mains tremblantes, monta dans la cabine. La clé tourna. Un clic sec. Le démarreur gémit, une tentative faible et sans vie. Le cœur de tous s'affaissa. Petrov laissa échapper un soupir de « Je vous l'avais dit ». Mikhaïl, cependant, ne montra pas de panique. « Essaie encore, mon fils », dit-il. Sa voix calme, mais avec une autorité qui surprit tout le monde. Il a besoin d'un peu plus d'encouragement. Le mécanicien tourna à nouveau la clé. Cette fois, le démarreur gémit plus fort. 1, 2, 3. Et puis, avec un grondement qui fit vibrer tout le convoi et résonna dans l'immensité de l'Arctique, le moteur du GMC démarra. C'était un son rauque, irrégulier au début, toussant et crachant un nuage épais de fumée sombre qui sentait le diesel et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et de sauvage. Mais il fonctionnait. Le moteur ronronna, prenant de la puissance à chaque seconde. Les lumières du tableau de bord s'allumèrent et le camion trembla légèrement, comme un géant s'éveillant d'un sommeil profond et gelé. Un silence choqué plana un instant, suivi d'un murmure croissant d'étonnement et, finalement, d'un cri de joie qui résonna dans les rangs des soldats. Le lieutenant Petrov, la bouche ouverte, prit son thermomètre et vérifia la température du carburant dans le réservoir. Il coulait, parfaitement fluide. Le général Kuznetsov, quant à lui,
sentit une émotion rare parcourir son corps endurci par la guerre, l'espoir. Ses yeux rencontrèrent ceux de Mikhaïl, et pour la première fois, il y avait du respect et quelque chose qui s'apparentait à de la gratitude. « Mikhaïl Volkov, » dit le général, sa voix étranglée, « vous avez fait l'impossible. Maintenant, nous avons besoin de plus, beaucoup plus. » À partir de ce moment, le convoi se transforma en une ruche d'activité frénétique. La recette de Mikhaïl, auparavant source de moquerie, devint le seul espoir. Les ingénieurs, maintenant humiliés mais pragmatiques, commencèrent à aider au processus sous la direction du paysan. Des tonneaux et encore des tonneaux de diesel étaient chauffés, mélangés et déversés dans les réservoirs des camions, et de manière cruciale, des chars T-34. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi les troupes. Le vieux paysan avait trouvé un moyen. Ils allèrent bouger. La menace allemande approchait rapidement, mais maintenant, au lieu d'un convoi statique et sans défense, il y avait une chance de contre-attaque, une chance de fuite. Le ronronnement des moteurs, auparavant un silence de mort, commençait à remplir l'air froid, chaque son une note de défi contre la mort et le désespoir. Mikhaïl, le paysan fou, avait allumé la flamme de la vie dans le cœur gelé de l'Arctique et le vent était sur le point de tourner. À partir de ce moment, le convoi se transforma en une ruche d'activité frénétique. La recette de Mikhaïl, auparavant source de moquerie, devint le seul espoir. Les ingénieurs, maintenant humiliés mais pragmatiques, commencèrent à aider au processus sous la direction du paysan. Des tonneaux et encore des tonneaux de diesel étaient chauffés, mélangés et déversés dans les réservoirs des camions et, de manière cruciale, des chars T-34. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi les troupes. Le vieux paysan avait trouvé un moyen. Ils allaient bouger. La menace allemande approchait rapidement, mais maintenant, au lieu d'un convoi statique et sans défense, il y avait une chance de contre-attaque, une chance de fuite. Le ronronnement des moteurs, auparavant un silence de mort, commençait à remplir l'air froid. Chaque son une note de défi contre la mort et le désespoir. Mikhaïl, le paysan fou, avait allumé la flamme de la vie dans le cœur gelé de l'Arctique, et le vent était sur le point de tourner. L'urgence était une force motrice plus puissante que le froid. Tandis que Mikhaïl et son équipe improvisée travaillaient sans relâche, le bruit des moteurs allemands devenait plus distinct, ponctuant le silence glacial de la toundra. Le temps était mesuré en respiration haletante, en battements de cœur accélérés. Chaque tonneau de diesel modifié était une goutte d'espoir. Chaque moteur qui démarrait était un cri de victoire contre l'inévitabilité. Les soldats, auparavant abattus par le désespoir, se déplaçaient maintenant avec un nouveau but, leurs visages marqués par le froid, mais leurs yeux brillants d'une détermination renouvelée. Le général Kuznetsov, qui avait autrefois douté, était maintenant le plus grand défenseur de Mikhaïl. Il supervisait la distribution du carburant, s'assurant que chaque véhicule vital recevait sa portion. Les chars T-34, les puissants piliers de la défense soviétique, furent les derniers à être ravitaillés. Leurs moteurs, conçus pour rugir de fureur sur le champ de bataille, étaient muets depuis des jours. L'attente était écrasante lorsque le premier char reçut l'élixir de Mikhaïl. Le conducteur tourna la clé et après quelques secondes de tension atroce, le moteur diesel V12 du T-34 explosa de vie, un rugissement profond et puissant qui fit trembler la terre gelée. Un cri de jubilation éclata des troupes, étouffant le hurlement du vent et le bruit lointain de l'ennemi. C'était le signal. Un par un, les véhicules du convoi commencèrent à se réveiller. Camions GMC, chars T-34, véhicules de soutien. Le désert blanc qui était autrefois un cimetière de machines pulsait maintenant avec la vie de centaines de moteurs. L'air devint épais, avec la fumée d'échappement, l'odeur de diesel et de résine planant comme un parfum de victoire. Le convoi, qui semblait condamné, était prêt à se mouvoir. Le premier test au combat vint plus vite que quiconque ne s'y attendait. Quelques minutes seulement après que le dernier véhicule fut opérationnel, l'avant-garde allemande émergea de la brume glacée, ses motos et ses véhicules blindés légers avançant prudemment. Ils s'attendaient à trouver un convoi paralysé, une proie facile pour une attaque surprise. Au lieu de cela, ils trouvèrent un monstre en éveil. Le général Kuznetsov donna l'ordre. « En avant, formation défensive, contre-attaquer !» Ce qui s'ensuivit ne fut pas une fuite désespérée, mais une avancée déterminée. Les camions, bien que lourds et lents, commencèrent à se déplacer, ouvrant la voie dans la neige profonde. Les chars T-34, leurs moteurs rugissant maintenant à pleine puissance, se positionnèrent pour le combat. Les équipages, revigorés par l'espoir et l'adrénaline, ouvrirent le feu.
L'impact fut immédiat et dévastateur pour les Allemands. Pris par surprise par un convoi qui aurait dû être gelé et sans défense, ils furent contraints de reculer sous le feu nourri des chars soviétiques. La bataille fut courte, mais brutale. Les éclaireurs allemands furent dispersés, quelques véhicules détruits et la menace immédiate éliminée. Le convoi, avec Mikhail Volkov dans la cabine d'un des camions, observant la neige voler sous les roues, était en mouvement. Il était vivant. Cette première utilisation réussie ne fut pas seulement un test. Ce fut un salut. Le convoi réussit à rompre l'encerclement imminent, échappant au destin d'être anéanti dans la glace. L'innovation du paysan n'a pas seulement fait fonctionner les moteurs, elle a changé la dynamique de cette escarmouche, transformant une embuscade potentielle en une victoire tactique. Le moral des troupes monta en flèche. Ils avaient vu l'impossible se produire, et le mérite en revenait à un homme simple, dont la folie avait défié la science et la mort. La nouvelle du miracle se répandit rapidement par les radios de communication. Le général Kuznetsov, dans son message au haut commandement, ne tarit pas d'éloges sur le paysan. Il rapporta non seulement la capacité du convoi à se déplacer, mais aussi sa capacité à combattre et à repousser l'ennemi, tout cela grâce à une recette ancestrale qui avait sauvé des millions de roubles d'équipement, et plus important encore, des centaines de vies. L'histoire de Mikhail Volkov, le paysan qui transforma le diesel gelé en un carburant de guerre, commençait à résonner dans les couloirs du pouvoir soviétique. Le triomphe initial du convoi de Mikhail Volkov ne fut pas seulement une victoire tactique, ce fut un rayon d'espoir qui perça l'obscurité de l'hiver arctique et des sombres nouvelles du front oriental. Le message du général Kuznetsov, détaillant le miracle du paysan et l'efficacité de la recette ancestrale pour le carburant, résonna dans les couloirs du haut commandement soviétique. Au milieu des rapports de pertes massives et de défis logistiques insurmontables, l'histoire d'un homme simple qui avait résolu un problème que l'ingénierie moderne ne pouvait résoudre était quelque chose qui ne pouvait être ignoré. En quelques jours, des ordres urgents furent émis. L'innovation de Mikhail, qui était auparavant une folie, devint une priorité nationale. Des ingénieurs et des chimistes qui s'étaient moqués furent envoyés au convoi de Kuznetsov pour étudier la méthode de Volkov. Ils arrivèrent avec leurs planches à dessin et leurs équipements de laboratoire portables, initialement avec la même incrédulité, mais se retrouvèrent bientôt confrontés à la preuve irréfutable. Le diesel modifié fonctionnait. Sous la supervision de Mikhail, ils cataloguèrent les ingrédients, les proportions et le processus, essayant de traduire l'intuition d'un paysan en un protocole reproductible pour les forces armées. La reconnaissance vint d'en haut. Georgi Zhukov lui-même, le maréchal légendaire qui commandait les opérations clés sur le front oriental, fut mis au courant de l'exploit. À une époque où chaque tonne de fourniture et chaque moteur fonctionnel étaient cruciaux pour la survie de l'Union soviétique, la capacité de maintenir les véhicules opérationnels dans les conditions les plus extrêmes était inestimable. Zhukov, connu pour son pragmatisme brutal, ne se souciait pas des accréditations de Mikhail. Il se souciait des résultats, et les résultats étaient indéniables. La recette de Volkov fut rapidement standardisée et sa production en masse fut ordonnée. Des usines improvisées furent installées dans les régions les plus froides de l'Union soviétique, où l'huile de poisson et les résines végétales étaient abondantes. On estime qu'en quelques mois, plus de 10 000 véhicules militaires, des camions de transport aux chars et véhicules blindés, furent adaptés ou ravitaillés avec le diesel modifié de Mikhail. Cela non seulement sauva un nombre incalculable de moteurs de la paralysie causée par le froid, mais, plus important encore, sauva des vies. Les estimations d'après-guerre suggèrent que la capacité de maintenir les lignes de ravitaillement ouvertes et les unités de combat mobiles dans les conditions hivernales les plus sévères de la Russie fut un facteur critique dans plusieurs campagnes. Sans l'innovation de Mikhail, la logistique soviétique se serait effondrée dans de nombreux secteurs, entraînant une augmentation exponentielle des pertes d'équipements et, crucialement, de soldats. Certains historiens militaires spéculent que la recette de Volkov pourrait avoir été indirectement responsable du sauvetage de dizaines, voire de centaines de milliers de vies, en permettant aux fournitures d'atteindre le front de Stalingrad, en garantissant la mobilité des troupes pendant la bataille de Koursk et en maintenant l'élan de la contre-offensive soviétique dans d'autres théâtres d'opération. Les effets en cascade furent profonds. La capacité d'opérer dans l'hiver russe, qui avait été un avantage historique pour la Russie, fut amplifiée par la solution de Mikhail.
Les convois de l'Arctique, qui affrontaient auparavant un ennemi invisible et implacable dans le froid, avaient désormais une défense. Le moral des troupes soviétiques, qui souffraient souvent de l'immobilité de leurs véhicules, monta en flèche en voyant que leurs camions et chars pouvaient fonctionner même par temps extrêmes. Cette folie de paysans devint un pilier silencieux et vital de la résistance soviétique. L'innovation de Mikhaïl Volkov n'a pas seulement maintenu les moteurs en marche, elle a maintenu l'espoir vivant, permettant à l'Union soviétique de résister et, finalement, de renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. Le triomphe initial du convoi de Mikhaïl Volkov ne fut pas seulement une victoire tactique, ce fut un rayon d'espoir qui perça l'obscurité de l'hiver arctique et des sombres nouvelles du front oriental. Le message du général Kouznetsov, détaillant le miracle du paysan et l'efficacité de la recette ancestrale pour le carburant, résonna dans les couloirs du haut commandement soviétique. Au milieu des rapports de pertes massives et de défis logistiques insurmontables, l'histoire d'un homme simple qui avait résolu un problème que l'ingénierie moderne ne pouvait résoudre était quelque chose qui ne pouvait être ignoré. En quelques jours, des ordres urgents furent émis. L'innovation de Mikhaïl, qui était auparavant une folie, devint une priorité nationale. Des ingénieurs et des chimistes qui s'étaient moqués furent envoyés au convoi de Kuznetsov pour étudier la méthode de Volkov. Ils arrivèrent avec leurs planches à dessin et leurs équipements de laboratoire portables, initialement avec la même incrédulité, mais se retrouvèrent bientôt confrontés à la preuve irréfutable. Le diesel modifié fonctionnait. Sous la supervision de Mikhaïl, ils cataloguèrent les ingrédients, les proportions et le processus, essayant de traduire l'intuition d'un paysan en un protocole reproductible pour les forces armées. La reconnaissance vint d'en haut. Georgi Zhukov lui-même, le maréchal légendaire qui commandait les opérations clés sur le front oriental, fut mis au courant de l'exploit. À une époque où chaque tonne de fourniture et chaque moteur fonctionnel étaient cruciaux pour la survie de l'Union soviétique, la capacité de maintenir les véhicules opérationnels dans les conditions les plus extrêmes était inestimable. Zhukov, connu pour son pragmatisme brutal, ne se souciait pas des accréditations de Mikhaïl, il se souciait des résultats. Et les résultats étaient indéniables. La recette de Volkov fut rapidement standardisée et sa production en masse fut ordonnée. Des usines improvisées furent installées dans les régions les plus froides de l'Union soviétique, où l'huile de poisson et les résines végétales étaient abondantes. On estime qu'en quelques mois, plus de 10 000 véhicules militaires, des camions de transport aux chars et véhicules blindés, furent adaptés ou ravitaillés avec le diesel modifié de Mikhaïl. Cela non seulement sauva un nombre incalculable de moteurs de la paralysie causée par le froid, mais, plus important encore, sauva des vies. Les estimations d'après-guerre suggèrent que la capacité de maintenir les lignes de ravitaillement ouvertes et les unités de combat mobiles dans les conditions hivernales les plus sévères de la Russie fut un facteur critique dans plusieurs campagnes. Sans l'innovation de Mikhaïl, la logistique soviétique se serait effondrée dans de nombreux secteurs, entraînant une augmentation exponentielle des pertes d'équipement et, crucialement, de soldats. Certains historiens militaires spéculent que la recette de Volkov pourrait avoir été indirectement responsable du sauvetage de dizaines, voire de centaines de milliers de vies, en permettant aux fournitures d'atteindre le front de Stalingrad, en garantissant la mobilité des troupes pendant la bataille de Koursk et en maintenant l'élan de la contre-offensive soviétique dans d'autres théâtres d'opération. Les effets en cascade furent profonds. La capacité d'opérer dans l'hiver russe, qui avait été un avantage historique pour la Russie, fut amplifiée par la solution de Mikhaïl. Les convois de l'Arctique, qui affrontaient auparavant un ennemi invisible et implacable dans le froid, avaient désormais une défense. Le moral des troupes soviétiques, qui souffraient souvent de l'immobilité de leurs véhicules, monta en flèche en voyant que leurs camions et chars pouvaient fonctionner même par temps extrême. Cette folie de paysans devint un pilier silencieux et vital de la résistance soviétique. L'innovation de Mikhaïl Volkov n'a pas seulement maintenu les moteurs en marche, elle a maintenu l'espoir vivant, permettant à l'Union soviétique de résister et éventuellement de renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. La guerre, finalement, arriva à son terme. Mikhaïl Volkov, le paysan qui, avec ses mains calleuses et sa sagesse ancestrale, avait défié la science et la mort, ne chercha ni gloire ni renommée. Après la victoire soviétique, il retourna à son petit village sibérien, à ses terres et au rythme de vie qu'il avait toujours connu.
Il reçut des décorations, certes, l'ordre de l'Étoile rouge et la médaille pour distinction au combat, entre autres, mais les portait rarement, préférant la simplicité de ses vêtements de travail. Il ne se considéra jamais comme un héros, mais simplement comme un homme qui avait utilisé la connaissance de ses ancêtres pour aider sa nation dans un moment de besoin désespéré, un gardien de secrets oublié. La recette de Volkov, bien que non utilisée dans sa forme originale aujourd'hui, fut un catalyseur. Elle a stimulé la recherche sur les additifs pour carburants en climat froid, ouvrant la voie aux avancées que nous voyons aujourd'hui. Son innovation fut préservée non dans les musées d'ingénierie, mais dans la mémoire collective et les manuels militaires, comme un brillant exemple de l'ingéniosité russe face à l'adversité. L'histoire de Mikhaïl Volkov est un témoignage puissant. Elle nous rappelle que la sagesse populaire et la connaissance ancestrale défient souvent la science établie, et que des solutions simples, basées sur l'observation et l'expérience, peuvent être plus efficaces que des innovations complexes de laboratoire. La véritable innovation naît de la nécessité et de la persistance face au scepticisme. L'héritage d'un homme ordinaire, sans accréditation académique, peut changer le cours de l'histoire et sauver d'innombrables vies. C'est la véritable leçon qui résonne encore aujourd'hui. L'innovation n'a pas d'accréditation, seulement des résultats. Et vous, êtes-vous prêt à défier le statu quo avec une idée folle qui pourrait changer le monde ?